Taxi, vous êtes libre? Depuis 5 minutes. Et grâce à toi, mon pote. À l'instar des Fantomas d'André Hunebelle, les films d'aventure avec ici un fond de braquage ont souvent fait fantasmer les enfants que nous étions. Ajoutez à cela un casting au capital sympathie plus que palpable et un film comme Le Cerveau, réalisé par un des grands de la comédie française, Gérard Houry, qui devient rapidement un phénomène et restera pour beaucoup un film qui reste. En trop, comme l'enlève, comme le retire, je veux le voir. Le film est une production franco-italienne avec la Gaumont de notre côté et le cher Dino De Laurentiis pour l'Italie, dont j'ai souvent parlé avec ses productions folles et démesurées que sont le King Kong de John Guillermin, le Flash Gordon de Mike Hodge, Conan le Barbare de John Milius, Conan le Destructeur et Calidor de Richard Fleischer, Dune de David Lynch ou L'Année du Dragon de Michael Cimino. Le Cerveau va nous raconter l'histoire de plusieurs truands, de plusieurs groupes, qui vont essayer de braquer à l'intérieur d'un train l'argent des fonds des nations de l'OTAN durant le voyage allant de Paris à Bruxelles, et dont l'homme qui, que dis-je, le génie qui va en faire le plan parfait, surnommé le Cerveau, déjà responsable de la fameuse attaque du train postal Glasgow-Londres, un homme dont la tête est si lourde que sous le coup d'une forte émotion, il est incapable de la maintenir droite. His head drops sharply to one side, like this. Pendant ce temps, deux petits voleurs, Anatole et Arthur, vont essayer de leur côté la même chose. Comme souvent, le but du film est de raconter l'histoire de deux nigauds dans une affaire comme celle du train postal. Franchement, une opération, ça réussit toujours, non? Appelle-toi en ado, dans la peine déjà. Est-ce que je t'ai foutu dans la merde? Pour écrire son scénario, Gérard Houry s'est inspiré du fabuleux personnage qui organisa le hold-up du train postal Londres-Glasgow. A-t-il vraiment été arrêté? Gérard Houry n'en est pas sûr. Et partant du principe qu'il est toujours en liberté, il a imaginé de nouveaux exploits pour cet aventurier célèbre, si bien qu'après avoir vu Le Cerveau, Scotland Yard pourrait reprendre son enquête à zéro. Bah oui. D'accord, mais on s'en est sorti. La preuve, c'est qu'on est là. Oh, c'est quand même un peu grâce à moi. Le réalisateur sera aidé au scénario par sa fille Danielle Thompson, qui va travailler longuement avec son papa, et travaillera aussi avec Claude Pinoteau pour les deux films de La Boom par exemple, puis va scénariser les films qu'elle va elle-même réaliser, comme La Bûche, Décalage horaire ou Fauteuil d'orchestre. Gérard Houry, mais qui est le cerveau dans ce film finalement? Mais c'est moi, puisque c'est moi qui l'ai écrit. Moi, je ne l'ai pas écrit tout seul d'ailleurs, j'ai deux collaborateurs, Marcel Julien et Daniel Thompson, mais enfin, je crois que ce sont nous les cerveaux. En dernier loustic à l'écriture, Marcel Julien, lui aussi proche collaborateur de Gérard Houry, et qui travaillera sur 100 000 $ au soleil d'Henri Verneuil, la mini-série Les Rois Maudits ou Lagardère, et deviendra le PDG d'Antenne 2 sous Giscard. Il y avait foule pour voir Gérard Houry diriger les prises de vue du Cerveau. 1500 figurants, l'American Legion, un bataillon de majorettes et la reproduction de la Statue de la Liberté de l'Île des Cygnes de Paris, rien ne manquait au port du Havre pour prendre l'allure d'un studio de cinéma. C'est Louis le Cerveau, regardez sa tête. Quoi? Non! Et lui, c'est le colonel Matthews! Mais revenons au maître d'œuvre, Max Gérard Houry Tannenbaum dit Gérard Houry est un réalisateur français qui aura réalisé 17 longs métrages et qui va essentiellement avoir de gros succès avec Louis de Funès sur Le Cornio, La Grande Vadrouille, La Folie des Grandeurs, Les Aventures de Rabbi Jacob et d'autres gros succès dans ce Cerveau très réussi. Je crains fort que la mafia n'apprécie guère cette exigence des dernières heures. Le film sort en 1969, donc tourné en 1968, où le pavé parisien et la jeunesse s'apprivoisent dès le mois de mai. C'était hier, comme disait Jean Méran. Gérard Houry, lui, doute de pouvoir tourner le film sous ces conditions. À la fin du mois de juillet 68, la révolution se calme et le tournage de 30 semaines va pouvoir commencer avec quelques mois de retard. Pour Gaumont, qui présente aujourd'hui ce film plein d'intrigues, c'est en tout cas l'entreprise la plus vaste et la plus importante du cinéma français. Ah, bon. Ayant cartonné avec ses précédents films, le budget alloué lui permet les idées chères, comme le dit la fille du réalisateur, la co-scénariste Danielle Thompson donc, avec 24 millions de francs, une très très grosse somme à l'époque, qui va lui permettre de filmer en scope, joie, et de choisir ce fameux casting international. Vous vous fichez de moi?
me demandant si après le Cornio et après la Grande Vadrouille, ma vie avait changé. Eh bien, ma vie professionnelle a en effet changé parce que si j'ai pu, je crois, avoir ce budget et ne pas avoir d'entrave à l'écriture du sujet, imaginer des choses, par exemple, comme cette statue de la liberté arrivant à New York, c'est ça, le luxe, disons, et les possibilités que m'ont apporté le succès des autres films. C'est de pouvoir faire le film que je voulais. Je crois que c'est ce que j'ai fait, mais j'ai évidemment aujourd'hui le sentiment de cette responsabilité écrasante, parce qu'évidemment, c'est beaucoup d'argent et que, malheureusement, le cinéma, c'est l'argent des autres. Le coup du train postal. En prison, j'ai tout étudié dans les moindres détails. C'est génial, il n'y a qu'à copier. Nous serons gratifiés de séquences en dessin animé, encore une belle idée pour les gosses et le bonheur à regarder. Et bien sûr, son lot d'aventures, de cascades, bébel oblige, et des effets spéciaux comme on les aime. C'est le plaisir de la démesure avec des figurants par milliers, une belle copie de la Statue de la Liberté, mais aussi la vraie qui sera filmée, excusez du peu à l'arrivée de New York, sur le paquebot France, fierté nationale de l'époque. Spécialiste des grandes traversées transatlantiques, le paquebot France, accueilli à bord par le secrétaire d'État à la marine marchande et le président de la Transat, le prince Régnier et la princesse Grace ont manifesté le regret de ne pouvoir se joindre aux passagers en partance pour Alexandrie. Et qui finira le film, d'ailleurs, cette Statue de la Liberté, en nous faisant le coup du cerveau, avec des effets spéciaux impeccables. Gérard Houry rencontrera le commandant de bord du paquebot France pour savoir où mettre la réplique de 13,50 m de la Statue de la Liberté sans gêner la visibilité pour sortir du port, puis la statue sera couchée sur le pont pendant la traversée. Nous l'avons reconstruite, elle a été fabriquée en Italie, parce qu'il y a en Italie des ateliers tout à fait conformes pour faire une statue de la liberté en polyester. Elle mesure 13,50 m de haut, alors que celle-là est un tout petit peu plus petite. Et si d'aventure vous vous promenez du côté de Barentin, ne manquez pas de saluer cette statue issue du cerveau, en penchant la tête. L'arrivée à New York permet d'y voir les deux tours d'ailleurs du World Trade Center, alors en pleine construction. Allô? C'est toi qui appelles? Évidemment, c'est moi. Qui veux-tu que ce soit? En plus de cela, 2 trains blindés, des dizaines de wagons, des kilomètres de voies ferrées libres vont être alloués par la SNCF, comme quoi quand ils veulent ils peuvent, et la gendarmerie fournira des voitures radio, hélicoptères et motards. La Paramount Pictures va financer aussi le film pour le marché américain et va exiger le négatif de la version en anglais, ce qui va obliger nos 2 stars françaises à tourner en anglais, ce que Bourvil attendait, mais que Bébel se refusait de faire à l'époque. Et où est-il? Je l'ai fait tomber dans un trou, mais il va en sortir. Montez vite. Don't panic, he's not here. Where is he? I've dropped him in a hole, but he'll get out of it. Get in quick. J'ai tourné 2 films, un film français qui comporte 1250 plans, dont certainement 1000 de très difficiles, ce qui explique déjà, dans une certaine mesure, le prix de rien du film, mais ça on en reparlera. Et un deuxième film en anglais, en langue anglaise, qui comporte également le même nombre de plans, et qui existe à l'heure actuelle et que je suis en train de terminer. Et je pars dans quelques jours en Amérique, au studio Paramount à Hollywood, finir la version américaine de ce film qui, je l'espère, aura une vocation internationale et particulièrement américaine importante. Comme l'explique Daniel Thompson, cela va obliger les scénaristes à devoir rééquilibrer les scènes en fonction des acteurs, et Gérard Houry a tourné dans les 2 langues chaque scène, ce qui doit être bien casse-burne de faire ça 2 fois par jour. On nous demande de retravailler, non pas pour des raisons d'invention, mais pour des raisons de présence à l'écran qu'exigeait le correspondant anglais. De présence de David Niven qui devait être, je ne sais pas si c'était pas 50% de la présence de chacun des 2 autres, pour qu'il fasse respecter sa notoriété internationale. Des scènes cultes resteront, comme celle où Arthur s'échappe de prison, de la piscine, du véhicule bien sûr coupé en 2, et bien sûr Anatole et Arthur dans un bus,
devant un journal où leurs têtes sont imprimées en gros en première page. Eh ben moi, je vais me livrer tout de suite à la police, hein. Surtout pas. Oh, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Armand Tirard en est le directeur de la photographie, un homme qui travaille depuis 1926 au service du cinéma jusqu'en 1973 où il décédera. Il aura tourné avec les plus grands en France comme à l'étranger et sa filmographie est impressionnante comme les images du film et de ses extérieurs. De la même manière, Albert Jurgenson au montage chez Les Miracles et travaillera de 1956 à 1995 sur de grands films. Jean Fouché sera l'homme derrière les scènes d'animation, un art dans lequel il va exceller. Entre autres sur des films publicitaires et au cinéma. Les cascades sont bien sûr de Rémi Julienne dont on reconnaît très bien le style. Hé, Arthur! Qu'est-ce qu'il y a? On avait dit qu'on irait tous les deux, hein? Bien. Je crois que c'est l'ami Durin qui a fait les effets spéciaux. C'était celui qui avait fabriqué la fameuse de chevaux de la Grande Vadrouille qui explosait en 1000 morceaux, qui avait fabriqué cette déesse qui se pétait en deux au milieu de la route. Pour la musique, il y en a peu, comme souvent à l'époque, et elle est composée par le grand Georges Delerue. Plutôt classique, plutôt simple, ce n'est pas ce qu'il a fait le mieux, dont deux chansons par contre qui vont accompagner la musique. La première, de lui-même, The Brain, une chanson culte et pop, clairement une ode aux 60s, chantée par The American Breed, et clairement dans le ton pour attirer le spectateur de l'époque, et qui va servir de thème tout au long du film, lors de l'action et des scènes avec notre ami le cerveau. Et nous avons en autre chanson Sento Journey de Caterina Cazzelli, succès de 1966. L'album sortira chez Universal en 2002, accompagné par celle du Cornio, toujours de Delerue, et celle de Georges Auric pour La Grande Vadrouille. Le cerveau sera un beau succès avec 5,5 millions d'entrées, mais aux États-Unis, le film sera coupé et le sort, sans y croire, ce sera un énorme bide. Il reste deuxième au box-office en France en 1969 et il reste le plus gros succès de Bébel, assez étonnamment. Il cumulera dans l'Europe presque 11 millions d'entrées. Oh! Notre cher Jean-Paul Belmondo est donc une fois Arthur Lespinasse, qui pour une fois n'est pas véritablement le héros de l'histoire. Il partage ce terme avec Bourvil, David Niven et Eli Wallach. Arthur est un voleur pas très fut-fut, mais charismatique en diable. Il est plaisant de ne pas le voir en surjeu. Il est même très très calme, vraiment bien. Un atout même si l'on aime l'acteur en bébelle. Qui a fait ça? C'est moi, chef. L'action ne prime pas, mais l'humour oui, et c'est de l'aventure pour tous, il y est parfait. Son meilleur passage restera bien sûr celui où il s'introduit dans l'appartement du cerveau, détruisant le mobilier pour essayer d'échapper à un bel animal par son passage et qui provoque l'hilarité dans un moment parfait d'humour qui est très bien géré. Larceur! C'est moi qui l'ai retrouvé! C'est Arthur! Vous le reconnaissez, hein? Belmondo tournera à nouveau avec Gérard Houry dans L'As des As. Allô? Allô? Ah, ne coupez pas, voyons. Ah, allô? Pour Bourvil, Le Cerveau sera le dernier film qui va tourner avec Gérard Houry de réalisateur, puis enchaînera L'Arbre de Noël de Terence Young, réalisateur de grands films dont les James Bond par exemple, Les Talons de Jean-Pierre Mocky, Le Cercle Rouge, chef-d'œuvre de Jean-Pierre Melville, et Le Mur de l'Atlantique de Marcel Camus, et deux autres entre 1969 et 1970, avant malheureusement son décès d'un cancer décelé en 1967. Il se sait donc malade sur le film Le Cerveau. Coucou! Coucou! Ça y est. Une longue agonie dont il souffrira sur ses derniers tournages sans vouloir le montrer, un homme humble et un formidable acteur dont je n'ai pas eu le plaisir de parler jusque-là. Facile à dire, ils étaient 25, toi t'es tout seul. Non,
On est deux. Ah non, non, non. Il aurait dû jouer dans La Folie des Grandeurs d'ailleurs, mais sa mort empêchera cela. Imaginez le film avec lui. Et la mort d'un jeune chauffeur de la production du film, Yves Richard, va l'affecter profondément pendant le tournage. Les pompiers! Ils nous ont fauché les sacs! Au voleur! Au voleur! Non mais ta gueule, t'es pas fou! Son personnage dans le film, Anatole, est du Bourvil, tout craché comme on l'aime, le complice du bébel Arthur, et qui malgré son air toujours un peu ahuri, peureux, et qui essaie de suivre son ami malgré l'adversité et le fait qu'il dise non tout le temps. On n'y arrivera jamais. Mais si, mais si. Hein? Tu crois? Puisqu'on te le dit. Un personnage que seul lui peut interpréter comme il le fait, si du Bourvil, comme on l'aime. Il était un homme, tout simplement un artiste aux multiples talents, ayant commencé dans le musical avec des chansons devenues cultes, voire des grands succès, et reste l'un des acteurs préférés des Français, et pour cause. Vous n'auriez pas l'heure par hasard? Il est 7h30, mademoiselle. Merci. David Niven, acteur impeccable à la classe anglaise, indéniable, n'en reste pas moins un acteur qui aura ses exigences quant à sa place sur l'affiche du film. Il va accepter que pour les pays francophones et la Suisse, il reste en 3e position, mais reste en première pour le reste du monde. Puis se ravise et demande pour la Suisse que ce soit pareil, qu'il soit en première et qu'il y demeure. Bébel et Bourvil, beaucoup plus cool, accepteront bien sûr aux grandes dames du producteur Alain Poiré de changer de place. À l'intérieur, 14 ravissants sacs. Qu'est-ce que vous pensez de l'humour français? De quoi? De l'humour français. Non, dans le cinéma. L'amour? L'humour. Oh, excusez-moi. C'est formidable, j'adore les comédiens français. Hey. Après. Et entame dans le film une liaison avec Sofia Scanapietro, qui est interprétée par Silvia Monti, la sœur de Frankie, interprétée par Eli Wallach, malgré une différence d'âge de 36 ans, ce qui choquera les plus prudes, souvent pourtant les mêmes faisant pire dans la vie. Emmenez-moi chez vous. Je ne me sens pas tranquille ici. Le cerveau est l'officier britannique chargé de contrôler le transport des sacs de billets, connaissant tous les détails, lui permettant donc de s'en emparer, et nous donnera donc une belle scène en personnage animé qui se fait même des clins d'œil à lui-même. Un voleur de classe internationale qui nous ramène au fantôme de la Panthère Rose de Black Edwards et un humour très anglais, clairement. Ça vous apprendra les folies. Sa filmographie parle d'elle-même, il aura l'Oscar pour Table séparée et a de nombreux films devenus cultes avec le temps. Il est assez drôle de le voir se mettre en scène tel James Bond en animation pour le vol et le voir à 4 pattes sur les wagons pour le vrai, puisqu'il n'y arrive pas comme prévu. Frankie Scanapietro, un mafieux loufoque et tout le temps excité et agité, et très bien joué par le grand Eli Wallach, un homme qui travaille avec le cerveau, mais extrêmement, voire trop protecteur avec sa sœur, dont il tient absolument à ce qu'elle reste vierge. Eh bien, le premier homme que je rencontre, tu m'entends? Et je la lui donne, ma virginité. Et pour rien encore. Et qui bien sûr va trahir le cerveau, ce qui l'empêchera d'accéder à l'argent sur la fin. Eli Wallach assure sa post-synchronisation en français en collaboration avec Roger Carrel, qui va se charger de certaines scènes pour dire les phrases les plus difficiles à prononcer pour l'acteur américain. Alors, vous imaginez que Frankie laisserait s'envoler 8 milliards. Et sa jolie petite sœur. C'est un acteur qui a commencé avec Elia Kazan sur Baby Doll, enchaîne comme 3e film sur les 7 mercenaires de John Sturges en Infâme Calvera, excusez du peu. Suivi de Guido dans Les Désaxés, le chef-d'œuvre de John Huston, et garde bien sûr en rôle emblématique celui de Tuco, le truand, Dubon, la brute et le truand de Sergio Leone. Il fallait une femme, et quelle femme, avec Silvia Monti en Sofia, la sœur de Frankie donc, la scène de la douche pour séduire le cerveau, qui ne séduira pas que lui, il faut le dire. Je ne m'en suis toujours pas remis, comme celle où elle descend du balcon juste avant avec une corde qui va faire vibrer la mienne. Elle est magnifique, porte très bien les jupes courtes avec des jambes absolument hallucinantes. C'est son 2e rôle au cinéma et passera de Pasolini à Lucio Fulci et de nombreuses séries B. Une actrice magnifique qui aurait mérité une très belle carrière. Le film regorge également de second rôles français bien connus comme Jacques Balutin en inspecteur Pochet ou en ouvrier sur un chantier que l'on voit à peine, hilarant dans la scène du bus avec son journal. On n'a pas de papier, on n'a pas d'argent. Aucune importance. Hein?
Mario David, qui lui n'a même pas un mot à dire. Sophie Grimaldi. Robert Dalban. Une odeur. Moi, je ne sens rien, moi. Raymond Jérôme. Jamais dû les communiquer à la presse du bœuf. Arrestation imminente. Henri Jeunesse. Vous l'avez pas fait exprès, j'espère. Mais si, j'ai fait exprès. Patrick Préjean. Formation prévue sur une ligne. Exécution! Henri Attal et Dominique Zardy, les deux loustiques habitués au rôle de truand, comme dans Les Fantomas, mais ici pour des rôles de quelques secondes. Peine sortie du mitard, faut que tu retournes. T'es pas dingue, non? Jacques Citron en inspecteur Duboeuf, la voix d'Alfred Pennyworth dans les premiers films Batman et dans la série animée des années 90 que l'on aime tous. Empreinte digitale du premier, monsieur le commissaire. Il vient de s'évader de prison, on l'a identifié immédiatement. Vous n'auriez jamais... Et en acteur non crédité, nous avons Gérard Hernandez en agent de police à Rouen. Permis de conduire, attestation d'assurance, vignette, carte grise. Allons-y. Mais monsieur Vous ne comprenez pas le français? Ou Pierre Tornade en soldat belge. Évidemment, c'est pas mal, New York. Ah oui? Mais je comprends toujours pas pourquoi vous nous avez payé le voyage. Vous savez combien il y a dans ce wagon? 50 millions de dollars. Destination Fort Knox. Il est étonnant de voir à quel point le cerveau n'est pas souvent cité, voire souvent oublié, alors que le film même, s'il est en deçà des prévisions de la Gaumont, reste le film de Jean-Paul Belmondo qui aura donc eu le plus de succès. Et oui, et personne n'en parle, ou très peu. Gérard Houry a en plus une pression intense sur les épaules, puisque La Grande Vadrouille avait fait 17 millions d'entrées, que seul Titanic dépassera en 1997, et bien sûr d'autres derrière. Mais il restera en tête de liste un moment en France. Le cerveau ne sera pas salué par les critiques d'alors, mais qui s'en soucient avec son budget colossal qui gêne le monde, digne d'un film anglais ou américain. Il est attendu au tournant, d'autant que La Grande Vadrouille coûtera 3 fois moins. Vous avez des projets en Amérique? Certains reprocheront donc à Gérard Houry le faste visuel de son film contre un scénario soi-disant à trous, ce qui, avouons-le, ici n'est absolument pas un point faible et en a que très peu, et on a vu tellement pire, tellement pire. Certains s'étonnent aussi que notre bébelle sache autant de choses sur le train que le cerveau, mais c'est pour ceux qui sont partis pisser, qui n'ont pas vu la scène et qui ne savent pas jouir d'un simple spectacle, voire d'écouter donc ce qui se passe à l'écran. Même le jeu des acteurs sera considéré comme outrancier. Bref, bon, passons à autre chose. Un scope superbe qui fait penser à Fantomas, et dès le générique, le ton de l'aventure est donné et le divertissement est alors rondement mené pour ne jamais nous lâcher sur un peu moins de 2 heures de métrage avec un rythme digne et meilleur. Des scènes cultes, du rire, du suspense pour tous, bref, un grand film qui, pour je ne sais quelle raison, reste dans l'oubli ou pas loin. Le film est spectaculaire, ça sent le fric, certes, ce n'est pas un gros mot, du burlesque saupoudré de gags parfois absurdes, vous me connaissez, c'est ce que j'aime. Je mets au film la note de 7 sur 6, parce que franchement, vous le commencez, vous le finissez, c'est donc indéniablement un grand film, et il ne faut pas l'oublier. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous avez le lien pour les DVD et les Blu-ray s'ils existent dans la description, et vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir des vidéos en avance sans censure ni pub et avec des lives musicaux inédits. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, suite, tablier de cuisine, je n'ai pas le pognon du cerveau dedans. Bref, plein de choses, vous avez aussi le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir si vous en avez envie. Mettez un pouce et activez la petite cloche pour les notifications. Et à bientôt pour du lourd, bye bye.